Bonjour à vous, Sophie Primas. Bonjour Sonia Mabrouk. Bienvenue à la grande interview Merci. sur CNews Europe 1. Vous êtes la porte-parole du gouvernement. Alors je suppose que vous êtes arrivé dans une voiture climatisée, que vous rejoindrez tout à l'heure un ministère climatisé. Vous êtes ici sur un lieu de travail fort heureusement climatisé. Et pendant ce temps, Madame Primas, certains ministres, dont Agnès Pannier-Runacher, pourtant nous font la leçon en évoquant les méfaits de la climatisation. Alors est-ce que la clim, c'est bien, mais pas pour tout le monde ? Alors je suis venue en voiture climatisée, dans ce beau studio climatisé lui-même, mais quand je rentrerai au ministère, je fermerai les volets de mes fenêtres parce que mon bureau n'est pas climatisé et l'ensemble de l'hôtel particulier qui reçoit les deux ministères de la fonction publique et le mien n'est pas climatisé. Si je vous pose la question légère, c'est que c'est devenu un enjeu idéologique, avec, on l'a vu hier, une ministre effectivement qui fait la leçon, en tout cas qui alerte selon elle sur les méfaits de la climatisation. Est-ce que le débat est vraiment idéologique sur un tel sujet ? Non, bien sûr, le débat n'est pas idéologique, il doit être pragmatique, c'est-à-dire que chacun des maires, chacun des chefs d'entreprise, chacun des individus sait en fonction de son appartement, de sa maison, de l'infrastructure scolaire, hospitalière, en fonction de là où il habite, en fonction de l'occurrence des crises que nous traversons, des canicules que nous traversons, s'il faut effectivement avoir des dispositifs d'appoint ou des dispositifs de climatisation qui préservent la santé durablement de nos concitoyens. En tout cas, c'est tout l'objet du plan national de lutte contre le changement climatique qui va donner des préconisations et qui va laisser aux acteurs de terrain la possibilité d'adapter les bâtiments, les infrastructures en fonction des circonstances. Et en attendant, Sophie Primas, très concrètement, quand il n'y a pas le choix, où sont mieux les enfants ? Dans une école pas climatisée, mais il y a des arbres, des espaces verts, ou dans un salon surchauffé où il fait parfois aujourd'hui ou hier jusqu'à 30 degrés ? Eh bien, évidemment, c'est là aussi le bon sens qui prévaut. Et c'est la raison pour laquelle on a donné, la ministre d'État, ministre de l'Éducation, Elisabeth Borne, a donné des instructions pour que localement soient prises les décisions par les maires en concertation, naturellement. Parce que vous avez raison, parfois, dans les écoles, les enfants sont beaucoup mieux que dans des appartements où il n'y a pas de climatisation, qui sont très exposés. Donc, c'est vraiment là aussi une décision qui doit se faire localement, avec beaucoup de bon sens et en concertation. Le bon sens des maires. Mais alors, puisque vous parlez d'instructions, de consignes, c'est le président de la République qui y va de ses propres conseils. Regardons ce qu'il a publié sur son réseau social X. Parmi les consignes, restez au frais, buvez de l'eau, mouillez-vous le corps, pratiquez les activités douces. Honnêtement, quelle est la nuance entre l'État nounou et l'État qui nous prend pour des neuneux ? Non, l'État ne nous prend pas pour des neuneux, mais simplement ce sont des consignes qui sont en effet transmises sur l'ensemble de la population. Non, mais vous savez, par exemple, les adultes, et en particulier les jeunes de 24 ans jusqu'à 40 ans, ne s'hydratent pas assez, ils n'ont pas l'impression d'avoir soif. C'est à l'État de dire... Non, c'est pas à l'État, c'est le bon sens, mais rappeler les consignes de bon sens, ça n'est pas non plus infantiliser la population, c'est rendre responsable chacun d'entre nous. Et je pense que rendre responsable les Français, c'est le contraire de l'infantilisation, c'est de dire aussi, si vous avez des voisins que vous savez vulnérables, allez frapper à leur porte, regardez ce qu'ils deviennent, s'ils ne sont pas en détresse, s'ils n'ont pas de difficultés d'approvisionnement d'eau. C'est-à-dire la bienveillance naturelle. C'est la bienveillance naturelle, c'est pas inutile de le rappeler de temps en temps. Bon. Mais pendant, Sophie Primas, qu'on débat de la climatisation en France, il est peu probable que les geôles algériennes le soient. On a donc appris hier la condamnation en appel à 50 prisons de Boualem Sansal, sans oublier évidemment notre confrère journaliste emprisonné également. Le seul espoir maintenant pour Sansal repose désormais sur une éventuelle grâce du président Tebboune samedi lors de la fête nationale en Algérie. Ça veut dire que la France est soumise au bon vouloir du prince ? Ça veut dire que la France utilise les moyens diplomatiques pour demander au président Tebboune une grâce humanitaire concernant notre compatriote Boualem Sansal. Vous savez que nous sommes tous, quels que soient, j'allais dire, les bancs sur lesquels siègent les parlementaires et puis l'ensemble du gouvernement, très concernés. Tous, vraiment, quels que soient les bancs, quels que soient les partis, quelles que soient les convictions politiques. On va dire la plupart de nos parlementaires sont très inquiets pour le sort de Boualem Sansal. C'est une question humanitaire qui devrait dépasser tout. Mais justement, vous en appelez à l'humanité, à la clémence, alors que cet homme de 80 ans malade est enfermé depuis des mois. Et je rappelle l'injustice de cette décision et l'injustice et le non fondé de cette arrestation. Nous sommes d'accord, mais on l'espère, évidemment, tous nos efforts sont dirigés vers cela, et j'imagine ceux de la France, mais quand bien même il serait gracié, quelle serait l'image de la France après ? On va dire merci l'image de la M. France, Tebboune au régime algérien ?
On va dire qu'on attend ce geste humanitaire et qu'on considère que c'est un geste humanitaire qui ne résout pas l'ensemble des difficultés et des tensions que nous avons en ce moment avec l'Algérie. Nous souhaitons que ces tensions d'ailleurs s'arrêtent parce que à la fois le peuple français et le peuple algérien ont une histoire commune. Oui, et je parle bien du régime et voilà, pas du peuple algérien. Et donc nous devons retrouver les voies de la diplomatie, de la raison et retrouver les voies des accords qui ont été signés et cet équilibre-là. Et qui n'ont pas été remises en cause malgré la menace de la riposte graduée. Chaque chose en son temps. La riposte graduée est en place. Il y a aujourd'hui des mesures qui sont prises par le ministre de l'Intérieur. On fait ça plutôt dans la tranquillité et doucement. Les relations sont ce qu'elles sont avec l'Algérie, mais avec la Russie de Poutine, il y a, semble-t-il, Madame Prima, une inflexion. Premier appel hier entre Emmanuel Macron et Vladimir Poutine depuis 3 ans. Quasiment, qu'est-ce qui a changé pour que la France renoue le dialogue? D'abord, c'est une bonne chose tout le temps de renouer le dialogue. L'appel qui a eu lieu entre le président Macron et le président Poutine a duré 2 heures, donc ils avaient beaucoup de choses à se dire, et notamment sur l'Iran. La position de la Russie, évidemment, est importante sur ce conflit entre Israël et l'Iran. Je crois savoir, mais je n'étais pas dans l'appel et je n'ai pas eu de retour sur ce sujet, mais la question de l'Ukraine a été aussi envisagée plus rapidement et les positions n'ont pas beaucoup bougé, d'après ce que je comprends. Mais sur l'Iran, il y a eu quand même des discussions vers un cessez-le-feu, vers une négociation. Et pendant des années, il ne fallait surtout pas reprendre langue. Et là, subitement, coup de fil de 2 heures avec des sujets évidemment importants. Des sujets qui sont importants et dans lesquels la Russie a aussi son poids et son importance dans les négociations, en particulier avec l'Iran. Dans l'actualité politique, Madame le porte-parole du gouvernement, le Rassemblement national n'a donc pas voté, ce n'est pas une surprise, la motion de censure hier à l'endroit de François Bayrou, qui ne courait donc vraiment aucun risque malgré le vote de la gauche. Ça vous fait quoi d'avoir été sauvé par Marine Le Pen? Moi, je vais vous dire plutôt ce qui m'a fait un petit peu drôle et qui m'a tendu un petit peu, c'est de voir encore une fois, pour la 2e fois, un ancien président de la République potentiellement mettre notre pays dans une situation de déséquilibre. Monsieur Hollande? Ça, par exemple. François Hollande qui a voté la motion de censure. Qui a voté la motion de censure avec d'autres de ses proches parlementaires. Ça, j'avoue que je ne comprends pas quand on a eu les responsabilités qui ont été les siennes et que je respecte. Je ne vais pas voter pour lui, mais je les respecte. Et je me dis, quand on a eu ces fonctions-là, quand on sait la fragilité de la France aujourd'hui, dans ce moment particulier de tension géopolitique, de tension budgétaire, générer l'instabilité, mettre en précarité le gouvernement, c'est toujours un risque que je trouve dangereux. Donc François Hollande vote irresponsable, si je vous comprends bien. Je trouve que le dépôt de censure n'est pas au bon moment et dans une position... Il avait certainement des arrière-pensées qui étaient plus politiques pour le Parti socialiste que pour la France. Et puisque les partis socialistes, ils s'estiment, pardonnez-moi du terme, cocufiés sur la réforme des retraites. François Bayrou leur a vendu un lapin dans un sac, en réalité. Non, je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord, puisqu'en fait, François Bayrou a mis en place effectivement ce qu'on a appelé le conclave des retraites, donc cet espace de discussion entre les partenaires sociaux. C'était quand même assez inédit de totalement leur faire confiance. Bon, ils ne se sont pas mis d'accord dans le cadre de ce conclave. C'est le moins qu'on puisse dire, oui. Non, c'est pas le moins qu'on puisse dire, parce qu'il y a des avancées quand même dans les discussions. On nous le fait passer pour un succès, alors c'est un échec. Ce qui est un échec, c'est qu'à la fin, ils ne se sont pas mis d'accord ensemble. Et donc, on va continuer, nous, à négocier avec eux, le Premier ministre en premier lieu, et puis on prendra les avancées, et puis on décidera sur les points de désaccord, et on décidera ça dans le cadre du financement, de la loi de financement de la sécurité sociale. En fait, Sophie Primas, la canicule n'est pas terminée, la canicule politique, elle sera à l'œuvre à l'automne pour le gouvernement et pour François Bayrou. Il fera très chaud, évidemment, avec l'épreuve du budget. On sait que le gouvernement va entamer aujourd'hui les discussions avec les différents groupes parlementaires. Et ce matin, dans les Échos, la présidente de l'Assemblée nationale, alors peut-être qu'elle a mis le feu dans une période très chaude, puisque Yaël Braun-Pivet affirme qu'on ne peut pas exclure d'emblée toute hausse d'impôts. Est-ce que vous êtes sur la même ligne? C'est son avis. Elle le donne, elle fait des propositions. Comme le Sénat va en faire après des semaines de travail de l'ensemble du Sénat, les groupes politiques feront des propositions. La volonté de l'Assemblée. Oui, mais... Non, mais ça veut dire, attendez, Sénat, vous n'êtes pas sur la même ligne. Le Sénat sera la porte... Chacun fait ses propositions. Amélie de Montchalin fait ses propositions. Elle a beaucoup travaillé. Elle met des propositions. Elle va mettre des propositions sur la table du Premier ministre.
Et le Premier ministre pourra... Elle dit on ne peut pas exclure d'emblée toute hausse d'impôts. Est-ce que vous lui dites si d'emblée, on doit les exclure? La volonté du Premier ministre et du gouvernement, c'est de ne pas augmenter, de ne pas créer de nouvelles taxes et de ne pas augmenter les impôts. Voilà, on verra les arbitrages qui seront à la fin. Alors pourquoi dit-elle cela, Madame Prima? Elle dit que faire cet effort, donc des fameux 40 milliards, sans qu'il y ait justement d'augmentation d'impôts, c'est irréaliste, dit-elle. C'est son point de vue. Elle le défendra devant le Premier ministre, encore une fois. Et c'est le Premier ministre qui tranchera. Vous savez, depuis 2 mois, il y a beaucoup de ballons d'essai qui sont envoyés dans la nature. Ce ballon, pardonnez-moi, il fait mal. Hein, parce que là, dans un tel contexte, dire qu'on ne peut pas exclure une hausse d'impôts... Bien sûr, c'est pas la volonté, je le répète, ce n'est pas la volonté du gouvernement. Ce n'est pas l'option privilégiée que nous prenons. Nous prenons d'abord en considération les baisses de dépenses de l'État. C'est donc la voie qui a été globalement choisie. On verra dans la pratique où nous en serons à la fin des discussions. Parce que vous savez, il va y avoir des arbitrages proposés par le Premier ministre au mois de juillet. Et puis après, il y aura un temps de discussion avec les partis politiques. Ça vous aide, ce genre de proposition dans la presse ce matin? C'est pas une canicule que nous allons aborder, c'est probablement des vents très très forts. N'est-ce pas? On va parler du gouvernement dans quelques instants. À l'instant, Madame la porte-parole du gouvernement, on apprend par rapport à la commission Betaram, la commission d'enquête autour du scandale des violences sexuelles dans l'établissement Betaram. Cette commission d'enquête qui pointe une défaillance dans l'action de François Bayrou sur ces violences. Voilà à quoi, en tout cas, est arrivée cette commission d'enquête ce matin, à l'instant, dans une dépêche AFP. Quelle est votre réaction? Écoutez, le Premier ministre s'est exprimé longuement dans cette commission d'enquête. Moi, je ne vais pas revenir sur ses propos. Nous verrons la suite. Je pense que c'est le rapport, peut-être, de la commission d'enquête de l'Assemblée nationale qui avait lieu ce matin. Les parlementaires sont libres de leurs conclusions. On verra ce qui se passe ensuite, mais le Premier ministre s'est exprimé, je n'irai pas au-delà. Clairement, selon vous, il y a un soutien total longtemps du gouvernement? Et clairement, bien sûr. En attendant, autre ministre, le bilan de Bruno Retailleau, qui est scruté de très très près par les oppositions, et notamment par le RN, qui le critique vertement. Marine Le Pen dénonce son inaction en matière migratoire. Pas de l'action, mais de la fiction, dit-elle. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'il est dur dans ses propos et qu'il est faible dans son action, monsieur Retailleau? Écoutez, les premiers résultats de Bruno Retailleau arrivent désormais. Madame Le Pen a une obsession. Elle est obsédée par Bruno Retailleau. On le voit dans les questions d'actualité, de ses propos dans la presse. Moi, je crois qu'il faut regarder les faits. Et les faits qui sont imputables à l'action de Bruno Retailleau, c'est plutôt sur le premier trimestre de l'année 2025, naturellement, après 3 mois. Il n'y a pas de révolution, hein. C'est à la marche sur des décrets. Vous savez, on ne peut pas faire de révolution. Ce qui est important, c'est de regarder la tendance. Et dans la tendance et dans les résultats, tous les chiffres du premier trimestre sont effectivement plutôt très très bons. Ils sont la preuve d'une volonté du ministre de l'Intérieur qui effectivement a envoyé des directives très très claires dans les préfectures. Aujourd'hui, on a des directives qui sont appliquées par les préfets, qui donnent des résultats. Donc ces résultats, ils sont tangibles et peut-être qu'ils ne font pas plaisir au Rassemblement national, mais nous sommes sur la bonne voie. Ça satisfait peut-être la France des honnêtes gens. Comment la décririez-vous d'ailleurs, cette France des honnêtes gens? Qui est-ce? Les honnêtes gens, c'est la grande majorité des Français qui sont dans ce pays, qui respectent les lois de ce pays et qui travaillent, qui participent à l'effort collectif, à la création de valeur, qui ont des idées, qui déploient des nouvelles opportunités. C'est une grande partie, une grande majorité de la population française. Ça rappelle la France qui se lève tôt, qui travaille de Nicolas Sarkozy. Je vous parle de l'ancien président parce qu'il a rencontré dans ses bureaux Jordan Bardella. Quel signe faut-il y voir? Et il faut lui demander à lui. Vous faites partie des LR, ça vous concerne. Oui, mais je ne gère pas l'agenda du président Nicolas Sarkozy, comme vous le savez, et des personnes qu'il rencontre. Moi, j'en rencontre d'autres qui ont aussi Le signe, c'est quoi? C'est une porte ouverte à l'Alliance des droites? En tout cas, ce n'est pas le signe qui a été donné dans les derniers mois par notre parti, les Républicains. Vous savez que moi, j'ai eu une hésitation l'année dernière quand le président Ciotti, à l'époque président des LR, a fait ce rapprochement à l'occasion des législatives. Ma réaction sera la même, évidemment, si jamais il a eu tort, Éric Ciotti, aujourd'hui, quand on voit les scores, en tous les cas, pour l'instant, à l'instant T du Rassemblement national en vue de 2027. Il y a les élections, et puis il y a les convictions.
Et moi, ce ne sont pas mes convictions. Et donc, une partie des LR n'est pas d'accord. On va Une grande conclure, partie des LR n'est pas d'accord avec ça. On va conclure sur vos convictions, parce que vous n'êtes toujours pas macroniste, nous sommes d'accord, pour reprendre le fil de notre dernière interview. Je suis une LR qui participe à ce gouvernement avec Renaissance, sous l'égide du président de la République. Tant que le macronisme durera, c'est-à-dire dans quelques mois, il est fini. Parce que nous ne voulons pas d'autres possibilités pour gouverner la France dans cette période qui nous sépare des élections présidentielles de 2020. Bien, merci Sophie Primas, c'était votre grande interview. Je vous dis bonne journée et à bientôt. Merci beaucoup. Merci encore.